Et bonjour YouTube, comment ça va? Alors, question simple. Dans Seven Deadly Sins, que ce soit le manga, l'anime ou Seven Deadly Sins Origin, Meliodas, c'est quoi exactement? Hmm. C'est un gamin qui a l'air clairement inoffensif, qui tient un bar, qui touche les fesses d'Elisabeth toutes les 5 minutes, à la limite, et qui, quand on le met en colère, on se rend compte que c'est le fils du roi démon, quoi. Et accessoirement, il détruit des pays. C'est- Mais vous savez que ce personnage, il a pas. La base de ce personnage n'a pas été inventée par le mangaka. Hein. Pas du tout. Méliodas, il existe dans les légendes arthuriennes. Alors, plus largement dans la littérature occidentale, à partir du XVIIIe siècle, il a une femme d'ailleurs qui se nomme Elisabeth, comme dans le manga. Et voilà, c'est pareil. Il règne sur un royaume appelé Lyonès, exactement comme dans cette déesse. Et il porte en lui quelque chose de profondément sombre. Alors, on va voir ensemble ce qui s'est passé. Mais le péché de la colère, pour le coup, c'est vraiment une très bonne idée de lui avoir mis. C'est vraiment une très très bonne idée pour lui avoir mis. Ouais, c'est clairement une violence intérieure. Les textes médiévaux, ils le disent. Hein. Je cherche pas à comprendre. Enfin bref, aujourd'hui, on va décortiquer tous ensemble qui était le vrai Méliodas, d'où vient donc sa nature démoniaque que l'auteur lui a donnée, et pourquoi la tragédie avec Elisabeth n'est pas une invention du manga. Commençons par quelque chose de vraiment tout bête, le nom. Vous êtes jamais demandé d'où ça venait Méliodas? Méliodas, ça vient d'un patois médiéval en fait, et ça se décompose en deux parties. Donc Mel, qui veut dire miel, tout simplement, ou sinon ça veut dire doux. C'est quelque chose d'onctueux, quoi, voilà. Et une seconde partie liée à la richesse ou à la prospérité. Donc en fait, Méliodas, quand on décrypte un peu le nom, ça veut dire soit doux comme le miel, soit prospère justement à la douceur. Quoi. Quelque chose qui apporte la douceur. Maintenant que vous avez ce nom en tête, est-ce que franchement, le personnage dans cette déesse, il ressemble pas à ça? Et c'est un petit bonhomme qui, en apparence, ne ferait pas de mal à une mouche. Et voilà. Moi, franchement, ouais, c'est pas un truc c'est pas un truc qui me choque, quoi. Après, en surface, hein. On va pas se mentir, en surface. Parce que bah, derrière la douceur, voilà. Derrière la douceur, dans le manga comme dans la légende, il y a quelque chose d'assez explosif. Une colère qui est bien profonde, bien enfouie. Et quand on la remue, elle détruit tout autour d'elle. Et c'est pas un hasard hein, si son péché dans Seven Deadly Sins, c'est précisément la colère. Le nom et le péché sont deux faces d'un même paradoxe, vraiment d'un même paradoxe. L'homme le plus doux est celui dont la rage est la plus destructrice. Et j'adore ces paradoxes. Vraiment, j'adore ce principe-là. C'est comme, Yellowstone. Je sais pas si vous êtes au courant, enfin j'espère que oui quand même. Mais le parc de Yellowstone, tout ça, vous savez que Yellowstone c'est un volcan. Hein. Voilà. Et donc c'est un volcan qui effectivement veut pas trop de mal, il est là, il est pépère, il chill. Mais les scientifiques ils sont catégoriques. Hein. Si le truc il se réveille et qu'il pète, t'as l'Amérique bah, qui pète et t'as une bonne partie de l'Europe qui explose. Meliodas c'est ça. Il est pépère, voilà. Par contre c'est un putain de gros volcan et s'il se met en colère, ça fait tout péter. Dans les textes du Moyen-Âge, et dans les grandes légendes arthuriennes, hein, de toute façon, qui ont été écrites principalement en France entre. C'est quoi? C'est 1200 et 1900, il me semble. Attends. Non, 1200 et 1400. Voilà, entre 12 et 1400. Méliodas, c'est le roi de Lyonesse. Voilà. C'est un royaume mystérieux au large des côtes de Cornouailles. Et c'est donc en Angleterre.
Et comme dans Seven Deadly Sins, en fait, ce royaume, il s'appelle aussi Lyonesse, de là où vient Elisabeth, Barthas, roi de Lyonesse, tout ça. Et voilà, c'est le royaume dont Meliodas va devenir le roi. Et si vous êtes à jour avec Seven Deadly Sins, vous savez très bien que Meliodas devient roi de Lyonesse. Donc ça encore, bon point pour le mangaka. Alors, par contre, le Meliodas médiéval est décrit vraiment comme un chevalier exceptionnel. Il n'y a absolument rien à lui reprocher, quoi. Dans certains textes, on le surnomme littéralement la fleur de toute la chevalerie. Donc c'est-à-dire que c'est lui. Lui, il peut arriver, il peut drop micro, il arrive, il fait... Allez. Voilà. C'est le meilleur chevalier de son époque. Le roi Arthur lui-même le reconnaît. Lui-même, il le reconnaît comme modèle. C'est un truc de fou. Alors que lui, c'était un vassal d'Arthur. Donc à l'époque, ça se faisait pas de reconnaître un vassal. C'est quelqu'un qui est en dessous, point final. Là, non. Donc ça aussi, c'est quelque chose à garder en mémoire. Pour le coup, le manga suit assez bien les lignes directrices. Alors, bien sûr, il y a des inventions, bien sûr. Et c'est normal. C'est un manga, c'est normal qu'il y ait des inventions. On raconte une histoire. Mais jusque-là, vraiment, les lignes directrices, pour moi, elles sont bonnes. On coche, on fait oui. Ok, pas de problème. Et le truc, c'est que jusque-là, on a fait le portrait d'un chevalier classique. Voilà. Il est chevalier, il est la noblesse, il devient roi. Voilà. Et niveau légende arthurienne, il n'y a pas plus basique. Hein. Voilà. Donc on va creuser un petit peu et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, acte 1. Acte 1, la passion. Vous allez voir pourquoi on dit que Meliodas, c'est le péché de la colère. Et pourquoi il arrête pas de foutre des mains au cul à Elisabeth. Alors, Meliodas enlève la reine d'Écosse. Ouais, bah, il a trouvé joli, il l'a enlevé. Voilà, c'est pas une métaphore. Hein. Il la kidnappe littéralement. Arthur doit carrément intervenir pour libérer la reine d'Écosse. Voilà. À savoir que là, c'est le Meliodas qui est jeune. Il est impulsif, il est colérique, il fait ce qu'il veut. Ça vous rappelle personne? Le Meliodas démoniaque. Quand il était jeune et qu'il était encore avec toute sa famille de démons. Qu'il était le commandant des 10 commandements. Acte 2, il épouse Elisabeth, donc sœur du roi Marc de Cornouailles. Et leur amour est réel, leur amour dure. Mais Elisabeth est enlevée par une enchanteresse. Pendant sa grossesse. Elle accouche seule, dans la forêt, et meurt en donnant naissance à leur fils. Elle prononce, dans son dernier souffle, le nom du gamin, qui sera Tristan. Parce que oui, Elisabeth et Meliodas ont bien un fils, qui s'appelle Tristan. Et c'est le fameux Tristan des légendes arthuriennes, Tristan et Isolde. Et là, normalement, vous semblez... Si vous êtes intelligent, vous avez 2-3 trucs qui commencent à se mettre en place. Avec Meliodas, qui voit Elisabeth mourir, que ce soit dans la légende arthurienne ou que ce soit dans le manga. Meliodas survit à Elisabeth. Et il va se remarier parce que un roi doit être marié. Voilà. Il va avoir d'autres enfants parce qu'un roi doit avoir plein d'autres enfants. Et quand sa deuxième femme tente d'empoisonner Tristan, il le vit assez mal, on va pas se mentir. Et un nouveau coup de colère. Bon, elle fait pas long feu.
Vraiment, elle fait pas long feu, elle. Et la fin de Méliodas, en tout cas dans les légendes arthuriennes, tout simplement dans une partie de chasse. Voilà. Il est tué par un chevalier envoyé contre lui. Et il meurt pas glorieusement au combat, il disparaît dans l'ombre parce que ben, il est vieux et on envoie un assassin. Voilà. Faut- on n'est pas dans un manga, on est dans la vraie vie. T'es vieux, t'as 70 balais, on t'envoie un assassin, tu meurs. Voilà. Mais c'est quelque chose. La violence ne l'a jamais quitté en fait. Il a essayé de faire le bien, il a réellement essayé de faire le bien, mais la violence ne l'a jamais quitté. Il y a des gens comme ça, ils doivent juste vivre avec. Ils doivent apprendre à vivre avec. Et Méliodas, c'est ce qui se passe. Donc encore une fois, c'est pour ça que quand on en fait le péché de la colère et qu'il doit vivre avec toute cette haine, avec toute cette violence, sans lui-même être haineux et violent, je trouve que cette idée est très très bien trouvée. Elle est vraiment très très bien trouvée. Ça représente super bien le personnage. Dans Seven Deadly Sins, Meliodas c'est le fils du roi démon. Et c'est sa nature profonde. Il ne peut pas y échapper, même à la fin du manga d'ailleurs, il ne peut pas y échapper. Et il la transforme en quelque chose de bien, mais ça reste sa nature. Et c'est cette nature qui le rend à la fois surpuissant et fondamentalement très seul. Dans la légende médiévale, il n'est pas littéralement un démon, mais regardez ce que les textes disent de lui. Une violence incontrôlable, une passion qui franchit toutes les limites morales, une existence entourée de morts et de pertes dans la mentalité chrétienne du Moyen Âge qui imprègne toute littérature arthurienne. Un homme comme Méliodas était exactement à la frontière du héros et du damné. C'est exactement le même. Si on remonte encore plus loin, avant les textes français du XIIIe siècle, jusqu'aux racines celtiques, il me semble, de la légende, on trouve quelque chose d'assez fascinant. Vraiment, on trouve quelque chose d'assez fascinant. Alors, la mythologie celtique, elle connaît pas vraiment le terme de démon. Il n'y a pas réellement de démon dans la mythologie celtique. Enfin, pas au sens chrétien, en tout cas. Mais elle connaît les êtres de l'autre monde. Alors, ça aussi, c'est un peu spécial. Euh, c'est l'Anwen en gallois ou le Cid en irlandais, je crois. Euh, voilà, c'est des trucs, c'est un peu spécial. Nous, occidentaux, on va avoir un peu de mal à, à bien comprendre ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas réellement de démons. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. En gros, ce sont des créatures qui sont pas tout à fait divines, pas tout à fait humaines. Ce sont des créatures qui franchissent la frontière entre les mondes et qui vivent selon des règles qui ne sont pas celles des mortels. Elles sont simplement pas celles des mortels. Des êtres d'une puissance mais terrifiante, capables d'amour, de destruction, qui durent bien plus longtemps que les humains et dont la présence dans le monde mortel apporte autant de beauté que de catastrophe. Mais leur seule présence, ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Meliodas, c'est un roi démon. Eh ouais. Nakaba Suzuki n'a pas inventé le Meliodas démon. Il a juste mis un nom moderne sur un archétype qui est celtique. C'est-à-dire que Meliodas n'est ni réellement un démon, parce qu'il n'a jamais voulu être un démon, il n'aime pas ça, ni réellement un humain, parce que Meliodas n'a rien d'humain, à part son apparence. Et donc il navigue entre les deux. Et quand il prend la forme de roi démon, le simple fait d'être sur Terre, en fait, déclenche des catastrophes inouïes. Il y a une chose qui m'a vraiment frappé quand
quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo. Dans Seven Deadly Sins, la malédiction de Meliodas et d'Elisabeth, c'est ça. Elisabeth meurt, Meliodas la perd, elle se réincarne, il la retrouve, et quand elle se souvient de qui elle est vraiment et de qui il est, de leur histoire, tout ça, elle meurt à nouveau. Encore et encore depuis 3000 ans. Donc c'est clairement une tragédie. Hein. C'est clairement une tragédie. Et est-ce que c'est une invention de Nakaba Suzuki? Non. Enfin, non. Oui et non. Je vais vous expliquer. Regardez ce que dit la légende médiévale. Élisabeth meurt en accouchant de Tristan. Séparée de son mari par une enchanteresse, une force donc magique, extérieure, et qui s'interpose entre eux. Gardez ça en tête. Meliodas ne peut pas la sauver, il arrive trop tard, et son fils naît dans la tristesse. D'où le prénom de Tristan, d'ailleurs, ça vient de là. Voilà, ça vient de là. La structure, vraiment, la structure est identique dans les deux versions. Meliodas aime Elisabeth, une force supérieure à eux les sépare, elle meurt, et lui, il doit continuer seul, avec la culpabilité de ne pas pouvoir être là. Là où effectivement ça change, c'est que Nakaba Suzuki, en fait, il a pris cette tragédie qui s'est passée une fois, et il a répété ad vitam aeternam pendant 3000 ans. Donc voilà, mais grossièrement, il n'y a que ça qui change. Il n'y a vraiment que ça qui change. Vous voyez, je vais vous mettre un encart où je vais essayer. Enfin, je sais pas, je suis mauvais en montage. Vraiment, je suis très mauvais en montage. Donc je vais essayer de faire un truc. M'en fout pas. Mais en gros, Elisabeth, dans la légende arthurienne, elle meurt une fois lors de l'accouchement, mais elle est séparée par Meliodas, par une enchanteresse, donc force extérieure. Meliodas retrouve effectivement son corps et il doit continuer à vivre avec la culpabilité de ne pas avoir pu la sauver, de ne pas avoir pu être là. Dans Seven Deadly Sins, Elisabeth meurt depuis 3000 ans, séparée de Meliodas par une malédiction qui est divine, et Meliodas doit justement continuer à avancer et vivre avec la culpabilité que c'est à cause de lui. Hein. Oui, c'est exactement la même chose, sauf que dans un des cas, il y a vraiment un aspect qui est fantastique, et vraiment un aspect malédiction. Alors que dans l'autre, bon ben... Pas vraiment malédiction, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Meliodas dans Seven Deadly Sins, c'est pas juste un prénom qui sonne bien. C'est un personnage qui existe depuis 800 ans dans la littérature occidentale. C'est un roi celtique, c'est quelqu'un qui est à la frontière entre l'humain et l'autre monde, et dont le destin tourne autour de la perte de sa femme qu'il aime. Il tourne autour aussi de son fils, Tristan, qui va devenir l'un des chevaliers les plus prisés de la table ronde. Il a des liens très étroits avec Arthur. Arthur qui le reconnaît lui-même comme le chevalier le plus imposant de son temps. Donc c'est pas une figure à laisser sur le côté. Il est beaucoup plus connu comme étant effectivement le père de Tristan, parce que en fait son fils est beaucoup plus connu dans les légendes arthuriennes. Mais s'il n'avait pas été dans les légendes arthuriennes, ça aurait pas du tout pris la même tournure. Vraiment, ça aurait pas du tout pris la même tournure. On en parle très peu, mais le peu de fois qu'on en parle, il est très intéressant. Et il doit être là, c'est vital qu'il soit là. Donc Nakaba Suzuki, il a pris tout ça. Il a pris la douceur d'un nom, il a pris la violence cachée, il a pris la tragédie d'Elisabeth, la nature surnaturelle, et il en a fait un héros de shonen. Il a mis 800 ans de mythologie dans un gamin qui tient un bar et qui fait des blagues de cul. Et c'est ça qui me fascine. C'est ça qui me fascine. Que ce soit dans les
dans les mangas, que ce soit dans les RPG, dans les jeux en général, tout ça, dans les grandes œuvres de fantasy, les auteurs ne partent jamais de zéro. Ils fouillent ce que l'humanité a déjà raconté. Ils trouvent quelque chose d'universel. Une peur, une douleur, un paradoxe. Ils la prennent et ils la réemballent pour en faire quelque chose de notre époque. Ils en font une nouvelle histoire, mais avec des racines qui sont solides, des racines qui existent. Méliodas, doux comme le miel, le démon de la colère. Méliodas, c'est le père dont le fils est né de la tristesse. Maintenant que vous avez ça en tête, regardez un épisode des Seven Deadly Sins et vous allez voir, vous allez plus voir Méliodas pareil. Vraiment, vous n'allez plus voir Méliodas pareil. Parce que tout ça, ça existait avant le manga. C'est juste génial, c'est juste génial. Si vous voulez qu'on continue à creuser les origines des autres personnages de Seven Deadly Sins, comme Ban, Merlin, Escanor, enfin voilà, dites-le en commentaire et j'en ferai des vidéos. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, donc n'hésitez pas. Et si cette façon de regarder des œuvres comme des mangas, des jeux, tout ça, vous plaît, pareil, n'hésitez pas à le dire. Si ça vous plaît, je ferai plus de vidéos dans ce style. Et si ça vous plaît pas, bah, tant pis. Pensez à liker, à vous abonner, voilà. Et je vous dis à la prochaine.